vrai. Quand le Colosse de Rhodes sort en 61, c'est une période extrêmement riche du cinéma italien, bien entendu, mais il y a quelque chose d'important qui s'est passé l'année précédente. Jusque 58-59, le cinéma italien avait subi, disons, deux moments très importants historiquement par rapport à son public. Il faut aussi savoir qu'à l'époque, le public du cinéma italien, en un week-end, c'était autant d'entrées que dans toute la semaine pour toute l'Europe. C'était extraordinaire. Bon, simplement, les films qui étaient arrivés en tête un petit peu, il y a eu quelques néoréalismes, mais assez peu, c'était des succès sans plus. Mais c'était vraiment les films de genre, quoi, les films de KPDP, les grands mélodrames, ces choses-là. Et puis, brusquement, 59-60, qu'est-ce qui se passe? C'est en tête de succès, c'est la Dolce Vita, c'est Rocco et ses frères. C'est le grand cinéma d'auteur qui a le haut du panier. Mais exactement comme ça se passait ailleurs, la nouvelle vague éclatait partout et tout. Et curieusement, le film dit de genre marchait seulement sur les très très grosses productions. Bon, c'est l'année après Ben-Hur, de William Wyler. Et quand Leone arrive pour faire son premier long métrage, avec l'expérience qu'il a eue d'avance, il ne faut quand même pas oublier qu'il a été assistant non seulement sur des péplums, vu que ce film est un péplum, La Colosse de Rhodes, avec, disons, des Italiens, mais également avec des grands Américains, et donc il connaît bien la musique, comme on peut dire. Lui, il se méfie des deux. Il se méfie de faire le film d'auteur complètement, même si on peut voir dans le film qu'il y a un côté style qui est déjà là, et il se méfie également de jouer le jeu populaire simplement. Donc il va faire un film plutôt décalé, mais un décalage avec un budget énorme. Si on voit qu'à l'époque, les autres péplums faits dans ce genre à la même époque, à part quelques-uns, comme le film sur Carthage de Carmine Gallone, c'était pas des films très coûteux. Mais il faut dire qu'il y avait eu avant un précédent qui avait été un gros succès, qui était Les Derniers Jeux de Pompéi. Et en fait, il faut bien comprendre que les Jeux de Pompéi, comme Mario Bonnard est tombé malade, Sergio Leone a réalisé le film, non pas à sa place, en tant qu'auteur et styliste, mais comme Bonnard voulait qu'on le réalise. Il faut être très très clair. La même époque, c'est quand Antonioni fait pareil avec Brigone pour un autre film, Sous le signe de Rome, où Antonioni allait tous les jours voir Brigone, qui lui disait quel axe il voulait et tout. Et c'est pareil, Leone écoutait ce que Bonnard lui disait. Bon, Bonnard, il le connaissait depuis toujours, c'était un ami de son père, le cinéaste Roberto Roberti, donc il n'y a pas de problème. Donc quand il commence à tourner ce film, il a une seule idée dans la tête, qui déjà annonce tout ce qu'il va faire par la suite, c'est l'idée de décaler. Mais pas de décaler d'une manière trop auteur, trop montrée, soit parodique, soit caricaturale, soit je suis très prétentieux de montrer ce que je sais faire, mais de le faire d'une manière feutrée, l'air de rien. Sauf qu'il est un peu prisonnier du genre, beaucoup plus qu'il le sera que du western. Parce qu'il ne peut pas avoir le même cynisme. Le cynisme de Pour une poignée de dollars et Pour rien de plus ne peut pas exister dans le Colosse de Rhodes. Et de plus, il y a un sujet de type un peu progressiste qui va revenir chez lui qu'une seule fois, beaucoup plus tard, avec Giulia Testa, Elle était une fois la Révolution, qui est une histoire, non pas analogue, mais quand même de quelqu'un qui n'est pas vraiment révolutionnaire et qui va aider les révolutionnaires. Bon, il y a ça. Mais à l'époque, le public aime bien le Colosse de Rhodes, ça marche, dans le monde entier. Mais peu de gens voient ce côté décalé. Qu'est-ce qu'ils voient? Un film plutôt réussi dans le genre. Moi, je me souviens quand le film est sorti en France, dans Art, Jean Douché, qui était monsieur analyse d'Hitchcock, Fritz Lang, tout, avait fait un excellent papier sur le Colosse de Rhodes. Et d'ailleurs, le Colosse de Rhodes, à l'époque, n'a pas eu une mauvaise critique du tout. Il était plutôt considéré comme un film, un péplum bien meilleur que ce qu'on voyait d'habitude. Bon. Et le malentendu a été beaucoup plus tard, c'est-à-dire qu'on a oublié ce film. Et pendant un long moment, les gens commençaient la filmographie de Sergio Leone, je parle de la fin des 60, avec Pour une poignée de dollars. Bon. Mais je ne pense pas que Leone, quand il a fait, moi ce que j'ai pu en savoir avec mes discussions avec Sergio, il avait un problème, bien sûr, c'est que c'était un film à genre tellement coûteux et tellement important, et tellement lourd, qu'il fallait jouer le jeu aussi pour le grand public. Ce n'était pas un film qui pouvait sortir en salle d'arrêt d'essai, ça il le savait. Mais il ne faut pas oublier un autre élément important, c'est quand Leone fait le Colosse de Rhodes, il sait très très bien que le film est fait pour les grandes salles de cinéma et forcément l'époque était où les films ne mouraient pas après la première activité, il y avait des cinémas de quartier. C'est-à-dire qu'un film, il avait 5 à 8 ans d'existence avec des copies dans des salles. Bon, la télévision n'était pas arrivée
au stade, disons, d'importance où elle est maintenant. Les gens allaient au cinéma comme des fous. Donc il y avait cette idée de spectacle qui était nécessaire. Bon. Et simplement, dans les années 60, quelque chose a commencé à bouger, qui a permis au jeune cinéma de naître, et que Léon a bien analysé, parce que lui, il a dit, bon, moi, je vais beaucoup plus dans le côté spectaculaire, de film en film, et que ce qu'il voulait faire de moins spectaculaire, il a mis des années à le faire, c'est son dernier film. Sergio Leone a été le plus jeune assistant réalisateur d'Italie. Son père ne tournait plus, son père a tourné un tout petit peu sous le fascisme à la fin, mais très 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 peu, alors que c'était un très grand du muet. Bon. Il a vu que son père, qui était quelqu'un plutôt à gauche, les problèmes qu'il a eus, comment il a été ruiné et tout, et très jeune, il a décidé de travailler. Et il a travaillé dans le cinéma. Bon. Il a été assistant d'une quantité invraisemblable de metteurs en scène italiens, et de loin, parmi les meilleurs, comme Encini, Bonnard, même De Sica, bon, c'est pas n'importe qui. Bon. Mais ce qu'adorait Sergio Leone, c'était le néoréalisme italien, ça c'est vrai, et c'est marqué dans tous ses films, mais également le grand cinéma classique hollywoodien. C'était les films qu'il adorait, qu'il admirait énormément, qu'il connaissait par cœur. Bon. Donc il avait pu analyser en cinéphile, je dis bien cinéphile, comment c'était fait aussi. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui, quand il tourne ce film, il a eu... Quel âge il a? Il est né en 29, donc il a une trentaine d'années. Il a 31 ans, et il arrive pour tourner un film très très cher, avec un background d'avoir étudié, d'avoir compris, d'avoir travaillé dans tous les postes, directeur de production et tout, il sait exactement ce qu'il fait. Il ne méprisait pas les genres, simplement il s'amusait avec. Je pense qu'au moment du Colosse de Rhodes, il n'était pas encore totalement conscient de ce qu'il était en train de faire profondément, qui a été un retournement comme un gant des genres pour créer un nouveau genre plus fort. Là, il jouait simplement, on aurait dit plus tard, à le déstructuraliser, comme on aurait dit plus tard. Mais déjà, il avait dans la tête, moi il m'a dit, quand il écrivait le scénario avec De Concini et les autres, c'était, il les écoutait, puis après il racontait les scènes, il les jouait, il les mimait. C'est-à-dire qu'il pensait déjà en images et en son, avant de penser l'histoire. Là, il fait ça, il va là, là on voit un gros plan de lui, là l'autre il bouge, l'autre c'est un enculé, il te regarde comme ça et tout. Et quand il vous racontait un film qu'il avait tourné ou qu'il voulait tourner, Léon, il inventait les images en même temps et il disait les bruits et tout, le cheval. Bon, et c'est très frappant parce que je crois que il y a des cinéastes. Un jour il m'a dit qu'il se sentait proche de Godard. Je dis attends, excuse-moi, bon, moi, je connais bien Jean-Luc en plus. Bon, je dis attends, je te vais là. Il dit oui parce que aujourd'hui je crois qu'on est les derniers à penser d'abord en images et en son. Et je lui ai dit à Godard qui a dit oui ça c'est pas faux. Et quand on voit le Colosse de Rhodes, en effet, contrairement à un tas de péplums de l'époque où c'est le numéro d'acteur ou le scénario ou la musique qui y va, l'histoire avance par les plans qu'on voit, par les images qu'on voit. Je ne dis pas que ça pourrait être muet, mais à la limite c'est presque une esthétique du muet, où c'est que par l'image que le style et l'histoire avancent. Le Colosse de Rhodes, c'est son seul film de genre dont le décalage n'est sensible que si on analyse un peu. Pour le grand public, c'est un film de genre. Alors que dès les westerns, c'était le contre-pied du genre. Et je crois que ce qui l'amusait aussi, c'était qu'il répétait toujours « moi je suis romain ». Romain, on peut être que pessimiste parce qu'on a devant les yeux, avec les monuments dont il manque tout, il manque l'or, il manque tout, toutes les conneries qu'on a faites, on ne pourrait plus être les maîtres du monde. Bon, il y a aussi ça. Et que le péplum, pour un Italien, c'est quelque chose qui est inscrit extrêmement, je ne sais pas, moi, c'est comme les contes de Pérou pour nous, c'est évident. Et quand il fait le Colosse de Rhodes, il ne fait pas le film pour devenir un auteur de péplum, il fait le film parce que c'est l'occasion de commencer à signer une réalisation avec un film cher et spectaculaire. Il s'amuse à décaler un petit peu, mais attendez, il faut être honnête, il décale un petit peu, on le sent, mais Rory Calhoun est doublé en italien, l'acteur italien décale un peu, mais les trois quarts des gens ne se rendaient pas compte du décalage. Ils allaient voir une histoire. D'ailleurs, il y a l'histoire extraordinaire qui s'est passée avec le producteur, un des deux producteurs du film. Léon est sur la via Veneto, il tombe sur le producteur, il dit « Ah, Sergio, alors, je sais que tu vas tourner le Colosse de Rhodes, c'est magnifique, qu'est-ce que tu prends pour jouer le Colosse ?» Il dit « Comment? Qui prend pour jouer le Colosse ?»« Oui, tu vas prendre Steve Reeves, Mark Reeves, on a tous les grands types. » Surtout qu'il avait dirigé Steve Reeves dans les derniers jours de Pompéi un an avant. Il dit « Mais non, le Colosse, c'est une statue. » Le type dit « Quoi, une statue? Je suis ruiné. » Il dit
Il dit, je suis ruiné, on a les plus grands athlètes ici, les gens en vie, Hercule qui casse tout, qui soulève les trucs, Massy, ça commence à marcher et tout. Et c'est une statue, un film sur une statue. Alors, on lui dit, et si on disait que la statue pourrait marcher sur la mer, cracher du feu, faire des choses comme ça, écraser une ville? Nous sommes sauvés, a dit le producteur. Bon, ce qui montre déjà l'humour qu'il avait. Vous savez, qui étaient ses amis à l'époque où il fait Colosse de Rhodes? Ses amis, c'était Flaiano, c'était Pasolini, c'était ces gens-là, ses copains. Ses vrais amis, intellectuellement parlant. Il commençait avec les salaires d'assistants réalisateurs des années 50. Il avait acheté un Giorgio Girico, comme tableau. Il avait acheté un Max Ernst. Donc, c'était pas du tout quelqu'un qui était le réalisateur italien caricatural que l'on voit, bouffeur de spaghettis, se tapant les petites nymphètes et puis tournant n'importe quoi pour faire boum boum. Bon, Léon, lui, ce qui se passait, c'est qu'il n'a pas joué sur le talent au départ, il a joué sur le style d'abord. Et moi, je crois que le Colosse de Rhodes, c'est aussi un extraordinaire exercice de style. Tout ce qu'il a appris ailleurs, il le met en application. Et surtout, il veut montrer à celui qui veut bien voir comment il décale. Jeu de l'acteur, l'air toujours entre deux vins de Rory Calhoun, une petite jupette, et surtout cette idée magnifique, le feu en permanence. Les jeux du cirque et le feu en permanence. Sur le feu, je lui avais dit un jour, mais dis donc, beaucoup de feu dans tes films, alors dans celui-là, tu m'as dit, mais je vais te faire une confidence, je suis un petit Néron. J'aime bien brûler Rome. Bon. Et c'est vrai qu'il utilise le feu de manière remarquable là-dedans. Mais aussi, c'est toujours une manière de montrer, disons, quelque chose qui détruit, le mal et tout et tout. Bon, il y a le manichéisme qu'il y a dans le film, le bien et le mal, il en joue, il le décale beaucoup moins dans celui-ci, dans le Colosse de Rhodes, que dans les films par la suite. Dans le Colosse de Rhodes, il s'amuse, comme Alexandre Dumas, à faire des enfants à l'histoire, sans s'occuper vraiment de l'histoire, vraiment. Bon. Est-ce que c'est comme ça qu'on s'habillait à Rhodes, ceci et cela? Je ne suis pas sûr. Bon. Par contre, quand il fait les westerns, là, le néo-réalisme arrive. Il faudra dire un jour que Léon est le premier qui a véritablement, en Italie du moins, mis le néo-réalisme dans le western. Quand on revoit pour une poignée de dollars, et surtout pour quelques dollars de plus, il y a quelque chose qui y fait penser. Bon, ça a été évident pour tout le monde avec Une fois en Amérique. On a tous pensé à la fois à Chaplin et au néo-réalisme, mais avant c'était déjà là. Mais peut-être pas dans le Colosse de Rhodes. Dans le Colosse de Rhodes, c'est quand même l'ambition de... je crois que souterrainement, c'est pour un premier coup, il veut montrer qu'il est l'égal d'Arblazetti qui avait fait Fabiola, l'égal de Bonnard, il veut montrer qu'il sait, pour avoir sa liberté. Car déjà, dans la tête, ce qu'il a, c'est Une fois en Amérique. Il est évident que Calhoun apporte autre chose au film, qui est ce regard, un peu fatigué de whisky, disons, ou d'autre chose. Et là, il faut parler des regards chez Léon. Dès ce film-là, il y a ces plans extrêmement proches de visage, des gros plans de visage en technirama, comme ça et tout, énorme. Bon, ce qui se passe, c'est que ce regard est un regard qui n'arrive jamais à être ce qu'il doit être en situation. Glamour, féroce, violent, il ne l'est pas vraiment. Il est, et même quand il se bat et tout, c'est assez rigolo plutôt qu'autre chose. On voit que c'est pas du tout un guerrier. En plus, moi je trouve formidable de montrer un Grec arrivant dans une île qui a la réputation, connaissons l'époque, Rhodes et la Phénicie, tout cet endroit, d'être vraiment la femme, on s'en sert très peu, c'est plutôt les garçons qu'on aime, et de faire un hétéro complètement fou qui ne peut pas avoir une jupe sans suivre. Bon, déjà, on est dans le contraire totalement. Quand on voit les grandes connotations homosexuelles du cinéma péplum avec le bodybuilding, faut quand même savoir que le public masculin aimait autant que le public féminin, et pas pour des raisons de l'histoire qu'on racontait. Bon, donc tout ça est assez rigolo. Léon en joue beaucoup là-dessus. De même, il va jouer à montrer les danses, toujours de très loin. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais des gros plans des danseurs quand il y a les grandes danses et tout. Il filme ça de très très loin. La chorégraphie générale, c'est tout. Il s'en fout. Bon. Et ce qui l'intéresse, c'est les mécaniques. Et en fait, puisqu'il est obligé de faire un film de genre, il n'est pas obligé, mais enfin, puisque c'est la seule solution de devenir un metteur en scène de premier plan dès son premier film, mais il est enchaîné. J'ai jamais vu un film où il y a autant de chaînes. Ils ont des chaînes au bras, ils se battent avec des chaînes, ils sont attachés par des chaînes, il y a les chaînes et les poulies à l'intérieur du bon, c'est tout. Et qu'est-ce que Léon a fait? C'est que Léon, il en avait marre de voir, disons, du music-hall, avec des trucages de music-hall. Il a voulu montrer la sauvagerie, la barbarie qui existait. Alors, si vous voulez filmer la barbarie, vous êtes obligé de la montrer telle qu'elle est.
C'est pas pour ça que vous prônez la barbarie. Bon. Léon Joly était cinéaste qui a été extrêmement important dans l'histoire du cinéma, parce que d'une manière beaucoup plus populaire et beaucoup plus large, il a non pas habitué les gens à la violence, il a retourné le miroir du western ou du film d'action pour montrer cette horrible violence. Dès le Colosse de Rhodes, quand il arrive dans la grotte où ils sont tous tués, ce plan qu'on va retrouver presque exactement le même dans Et une fois la Révolution, plus tard, quand Rotsteger voit tous ses gosses morts, bon, ce long plan, on voit les cadavres qui durent beaucoup et coups, c'est un plan qu'on dit beaucoup plus contre la guerre et contre la violence que tous les pamphlets du monde. Bon. Et moi, j'ai rarement vu des gens sortant des films de Serge Leone en ayant envie de jouer aux cow-boys et aux soldats. Les jeux du cirque qu'il montre, c'est pas des inventions. Il a été chercher ce qu'on ne montrait jamais. Parce que, croyez quand même pas que la grande civilisation romaine et les grandes civilisations d'Antiquité, c'était normal de foutre des gens avec des chars qui leur coupaient les jambes, de les jeter au lion, et que les gens, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le match de rugby, il n'y a pas de rugby à l'époque, qu'est-ce qu'on allait voir? On dit que le rugby est violent aujourd'hui, mais vous allez voir quoi? Des gens qui se battaient entre eux, qui s'entretuaient, et puis des gens qui se mordaient. Bon, ils inventaient déjà le cinéma de guerre. Le tremblement de terre final du Colosse de Rhodes, il a une première raison, c'est que, bon, ça avait été déjà mis en place par Bonnard quand il l'a tourné dans Les Dangers de Pompéi, et il a envie de faire son exercice de style avec. Et d'ailleurs, quand on compare les deux tremblements de terre, c'est pas filmé de la même manière. Bon. Donc c'est quand même le grand exercice de style, de même que, je soutiens que dans le Colosse de Rhodes, il y a un 360 degrés à un moment. Quand il arrive dans le truc des momies, il l'a fait qu'une fois dans sa vie, la caméra, elle tourne, elle va à l'un à l'autre. Bon, c'est-à-dire qu'il expérimente. Bon. Il y a donc ça. Et c'est vrai que quand on a des moyens, quand on a des sous, quand on peut s'amuser à un petit Néron, comme il dit, faire un tremblement de terre, après tout, c'est quand même le pied, parce qu'on est le maître du monde. Il y a aussi une chose, c'est que ça fait partie des codes du genre. Il fallait un clou spectaculaire. Et que Léon a toujours fait ça dans tous ses films. Il y a toujours une séquence qui est un clou spectaculaire. Toujours. C'est la séquence où les deux bandes se tirent dessus, le feu dans la ville et tout, dans Pour une poignée de dollars. Pour quelques dollars de plus, c'est la séquence de l'attaque de la banque avec tout ça, qui est un coup spectaculaire. Il y en a plusieurs dans L'était une fois dans l'Ouest. Il y en a 2 ou 3 dans Le Vol la Portrait de Truand, et surtout celui important, disons, de l'épisode du pont. Il y en a plusieurs dans L'était une fois la Révolution, et il y en a plusieurs dans Une fois en Amérique. Bon, c'est un code, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut un clou spectaculaire, c'est-à-dire quelque chose, qui bouge, qui tout. Puis en même temps, c'est vrai que c'est une bonne manière aussi de foutre tout ça en l'air. Je l'ai déjà dit. Je pense aussi que le tremblement de terre, c'est marrant de détruire les décors soi-même. Ben oui, parce que autrement, dans les films, on récupérait toujours les décors de Quo Vadis et tout ça pour faire des films. Il y avait un critique de cinéma, je crois que c'était Comolli, qui avait écrit à un moment « Cinecittà n'en finit pas de brûler les décors de Bénur », en parlant des péplums qu'on voyait avec les incendies. Bon. Et là, justement, lui, il détruit toute la ville qu'il a construite, il a détruit. Bon. C'est-à-dire que mon film est fini, alors je rase tout.